Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast On parle santé, le podcast qui vous fait donc découvrir les métiers du médical et du paramédical à travers notamment des témoignages concrets et accessibles. Aujourd'hui donc on reçoit le docteur Elodie Adler. Tu es donc pédiatre depuis 2020, spécialisée en pédiatrie donc endocrinologique et également maman de 2 petites filles. Comment vas-tu aujourd'hui, Elodie? Écoute, très bien. Déjà merci, pour l'invitation. Merci à toi d'avoir, répondu présente. On va parler un petit peu, du coup, de ce que tu fais aujourd'hui, de ta formation, donc de pourquoi aussi, le choix de l'orientation en pédiatrie et pas donc de d'autres spécialités. Est-ce que tu peux te présenter un peu, du coup, à nos auditeurs? Oui, bien sûr, du coup, j'ai toujours, voulu faire, de la pédiatrie depuis, le plus jeune âge et vers 13 ans, quand je me suis demandé si, qu'est-ce que finalement, concrètement, j'allais faire, je me suis dit que j'étais pas trop nulle en matière scientifique j'aimais bien les enfants, mais pas non plus, s'en occuper toute la journée et donc j'ai parlé avec un voisin et qui m'avait dit que clairement j'avais les capacités, a priori de faire médecine. C'était pas si compliqué. Spoiler alerte, c'est très compliqué. J'étais peut-être différent à son époque, mais finalement, j'ai mis un peu toutes les chances de mon côté et du coup, j'ai commencé à vraiment, bien travailler, essayer de travailler les matières scientifiques et du coup, en terminale, bah, moi, Parcoursup, ça n'existait pas pour médecine à l'époque et du coup, je me suis inscrite, facilement dans la fac que je voulais qui était, Paris, Descartes, Paris 5 qui est maintenant, Paris, Université de Paris. Et concrètement donc, pour devenir pédiatre, c'est combien d'années d'études? Comment ça se passe? Alors depuis, je suis pas si vieille, mais ça a changé juste après moi. En fait, déjà, il faut faire une première année, moi qui s'appelait la P1, maintenant ça s'appelle l'ASPAS. Ça a encore changé de nom, je crois, ou ça va changer de nom, mais en gros, c'est un socle où, bah, tu fais un concours pour être admis, en fait, en deuxième année. Ensuite, c'est un concours moi j'ai redoublé et la plupart des gens redoublent, donc c'est pas une fatalité, mais il faut le savoir. En tout cas, j'avais prévu de bosser pour 2 ans, donc voilà, ça a été, un succès au final, mais c'est vrai que c'était 2 ans, de dur labeur et ensuite on fait 2 ans, tranquilles parce qu'il y a des partiels. Moi, je voulais pas avoir de rattrapage, donc j'ai quand même bien travaillé, mais c'est vraiment beaucoup plus light, surtout quoi. Ça devient comme n'importe quelle, personne, qui fait, je sais pas, une école de commerce en termes de difficulté de travail, voilà, ça devient acceptable et après vient 3 ans d'externat qui sont très difficiles, où on doit, en fait, on est en stage soit en journée complète, soit que le matin. Après, il y a des périodes de cours et en gros, c'est un mi-temps à l'hôpital et là, en fait, on fait plein de stages différents selon les possibilités et selon son un tirage au sort et on essaie de découvrir un max de spé avant de se spécialiser pour l'internat. Maintenant, il y a le concours de l'internat, il est en 2 temps. Il est un au début de la sixième année et après il y a la partie, on va dire, très pratique qui est en fin de, 6 année qui permet de se spécialiser et d'avoir, je crois une pondération sur, selon, l'orientation qu'on souhaite avoir et donc moi, à l'époque, c'était pas ça. En fait, on avait un classement, je sais pas, j'étais, genre 2000 et quelques sur 8000 ou 9000 et après, bah, tu choisissais ta spé, ta ville. Donc heureusement, pédiatrie, c'était accessible, mais par exemple, si j'avais voulu faire ophtalmo à Paris, c'était pas possible parce qu'il fallait être dans les 500 premiers. Ensuite, il faut 4 ans minimum et maintenant, ils ont rajouté une cinquième année qui est docteur junior, qui permet de consolider, tout ça et voilà, donc ça fait à peu près, 11 ans, quoi. Ça dépend, si après tu fais un master 2 de recherche, ou pas. D'accord, donc c'est 11 ans d'études environ pour devenir, donc pédiatre. Aujourd'hui donc à quoi ressemble du coup ton quotidien? À quoi ressemble une journée type finalement en tant que pédiatre à tes côtés? Alors, c'est très différent, c'est, selon l'âge qu'on a et si on est à l'hôpital ou pas. Mais en fait, après l'internat, du coup, on passe sa thèse, on passe son DES, de son mémoire, en fait, selon sa spé. Donc moi, c'est un DES en pédiatrie et après on a 1 ou 2 ans à l'hôpital qui est plus ou moins obligatoire. C'est après on va s'installer en secteur 2. C'est actuel parce que ça va peut-être rechanger et secteur 2, c'est après de mettre pas des honoraires libres, mais pas être en secteur 1, juste tarif sécu, si on s'installe. La plupart des médecins spécialistes se mettent en secteur 2, donc on est obligé de faire 1 ou 2 ans à l'hôpital en tant qu'assistant ou chef de clinique
Donc voilà, donc là, un quotidien à l'hôpital, quand on est chef de clinique, c'est très, très dur. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était le plus dur que même l'internat. En fait, on est 2 ans dans un service. Moi, j'avais une surspé, c'était endocrinopédiatrie et on a beaucoup de gardes aux urgences où on est tout seul, et tu es chef et tu es tout seul, en fait, juste au-dessus de toi, quand tu as de la chance, tu as la réa, quoi, mais sinon, tu es tout seul, tu gères des situations assez difficiles et après, bah, tu es responsable avec tes internes, de la salle, de tes patients. Évidemment, il y a d'autres médecins, il y a des réunions régulièrement pour pas te laisser 100 seul. Mais quand tu es, d'astreinte, tu viens à l'hôpital le week-end parce que, bah, c'est ton tour, bah, du coup, tu es tout seul. Évidemment, en général, il y a toujours un chef qui est dispo par tel, un surchef, on va dire, un grand chef. Mais voilà, donc ça, c'est à l'hôpital, c'est un rythme qui est très différent. En gros, c'est 8h30, parfois jusqu'à 19h. Il y a des gardes, 3-4 gardes par mois, il y a des astreintes, énorme pression. Tu as un peu la pression des chefs au-dessus, la pression des internes en dessous. Donc vraiment, c'est moi, je trouve assez difficile, mais c'est un peu, tout ça pour si après tu veux t'installer en secteur 2, tu es obligé de passer après il y a des services qui sont très bienveillants, d'autres moins, donc ça dépend de tes choix, de comment tu as fait ton parcours dans ton internat aussi. C'est très variable d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, j'ai un quotidien qui est à l'opposé et qui est incroyable, parce que je me suis installée en libéral. Je garde un pied à l'hôpital quand même, j'ai un 10 à l'hôpital pour rester toujours connectée un peu aux dernières nouvelles, surtout vu ma spé de d'endoc. Mais sinon, je travaille, au cabinet médical et donc je mets les horaires que je veux. Si je veux fermer, 2 mois avant, bah, je ferme. Je gagne correct je travaille pas tous les jours, mais j'ai des remplaçants. Je gagne correctement ma vie pour, avoir, des temps off. Alors moi, je fais d'autres choses sur Instagram, je fais de la prévention sur les réseaux et cetera. Mais en tout cas, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux et en même temps, je vois des patients et c'est génial, quoi. Comment du coup est venue, l'idée de partir en spé, notamment sur endocrinologie? Pourquoi ce choix? Ah, en fait, j'ai toujours, bien aimé c'est trop bien l'endocrino en pédiatrie parce qu'il y a pas d'urgence. C'est rarissime, enfin, il y a 2 urgences à connaître, mais souvent, c'est pris aux urgences, donc c'est pas toi qui les gères, sauf si tu es aux urgences. Mais je veux dire, tu as le temps, dans 99 des situations, de te poser pour réfléchir. Tu es pas là en mode en réa, «Vite, faut l'intuber, vite, qu'est-ce que je mets?» Voilà, donc ça, déjà, c'est super agréable de se poser et de réfléchir. C'est une spé hyper, intéressante sur, bah, en fait, c'est que de la réflexion sur, les hormones, comment ça fonctionne, donc intellectuellement, je trouve ça hyper intéressant et la troisième chose, c'est que les enfants, globalement, vont bien. C'est-à-dire qu'ils sont pas malades. Je m'explique. Ils ont certes parfois une qualité de vie qui est pas au top du top. Par exemple, quelqu'un qui a une maladie chronique comme le diabète de type 1, OK, c'est pas facile pour lui tous les jours, on est bien d'accord. Le temps qu'on n'est pas diabétique, je pense que c'est dur même à le comprendre. Mais quand tu les vois dans les couloirs, dans l'hôpital, c'est quand même des services qui ont la joie de vivre. C'est des enfants, même il y en a qui ont des problèmes de croissance. Bah, OK, certes, ils sont petits, mais ils sont pas, pré-mortem, quoi et ça, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que le nombre de décès, dans le service, sur, je sais pas, des années, c'est peut-être un et encore, c'était peut-être pas un patient endocrino. Enfin, donc en gros, c'est vraiment des enfants que tu suis tout le temps, qui ont la joie de vivre, qui sont pas, dans leur lit en train de se morfondre. Enfin, donc c'est quand même hyper agréable dans l'ambiance et donc j'ai toujours aimé ça et même dans la 4e année de médecine, je me suis dit: «Ah, je trouve ça trop intéressant» et puis en faisant des stages, au fur et à mesure, bah, tu confirmes tes envies initiaux, quoi. Et justement, donc on parle d'enfants, de quel âge à quel âge, jusqu'à quel âge, en fait, vous voyez donc les enfants? Combien de temps dure un suivi? 0-10 en gros, 0-18. Après au cabinet médical, moi j'ai des très grands parce que j'ai des problèmes de thyroïde chez les enfants de 17 ans, donc après vers 18, je les transfère, chez les adultes. Mais globalement, la pédiatrie, c'est 0-18. Après en cabinet, le suivi classique, c'est beaucoup, ça malheureusement, ça s'arrête beaucoup trop tôt, souvent jusqu'à 8-10 voient leur médecin, généraliste. Mais avec l'endoc, moi, j'ai de la chance d'avoir un panel complet, donc ça change tout le temps. C'est-à-dire que, je m'ennuie jamais puisque j'ai vraiment, de toutes les classes d'âge et de tous les types, de consultations, possibles. Et justement, mis à part donc les problèmes de thyroïdie, est-ce que vous pouvez nous évoquer, sans compromettre le secret professionnel, mais un peu les types de problématiques, que rencontrent du coup vos patients en général? Bah, ça dépend en soi. Moi, j'ai au cabinet, soit j'ai des suivis, hyper classiques, le bébé, de tel âge enfin, il voit venir tous les mois, faire ses vaccins, faire la nutrition, diversification, je lui explique, le sommeil, l'examen clinique. Après, j'ai les petites urgences type
Il a de la fièvre depuis 2 jours, il a mal à la gorge, il a mal à l'oreille, il a mal à la jambe, voilà. Donc ça, c'est une autre partie de la consulte. Et la troisième partie, c'est l'endocrino. Donc j'ai surtout moi en cabinet, ce qui est un peu différent de l'hôpital, mais j'ai des patients diabétiques de type 1, j'ai des troubles de la croissance, donc souvent c'est des personnes qui se trouvent trop petites ou qui sont vraiment, trop petites. J'ai aussi tout ce qui est puberté précoce et tout ce qui est troubles thyroïdiens chez l'enfant, type, maladie d'Hashimoto, donc c'est des maladies auto-immunes, qui attaquent la thyroïde, donc faut donner un petit comprimé, pour, que ça aille mieux. D'accord et donc j'ai également vu donc on parlait de votre compte, Instagram, vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux. Notamment, c'est pas mal de contenu pédagogique. Vous essayez de vulgariser un peu la pédiatrie, vous adressez donc aux parents. Vous expliquez aussi, par exemple, j'avais vu une publication avec un otoscope, donc à quoi ça sert et cetera. Est-ce que vous utilisez donc d'autres outils? J'imagine que oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Oui, bah, après moi je fais ça, de manière, ouais, le plus pédagogique possible et accessible à tous les parents parce qu'on se rend compte que quand même le soin, aujourd'hui, malheureusement, il y a plein de, il y a enfin les personnes et les parents sont vraiment un peu seuls. Bon déjà on apprend à être parent, donc c'est pas on n'arrive pas avec un welcome pack, coucou et la notice sur le bébé. Malheureusement, c'est pas comme ça et donc c'est vrai que, je trouve que c'est hyper important de donner, gratuitement, en gros, un max de ressources à un max de personnes. Même si parfois, il peut y avoir, des collaborations, commerciales, tout en respectant évidemment, le cadre déontologique et la charte des créateurs de contenu, hem, médecins. Ça me permet moi de d'autoproduire après mon podcast, parce que j'ai un podcast aussi sur la santé où en fait, à la fois, j'en fais des stories, c'est-à-dire c'est des histoires, bah, soit c'est des parents qui racontent, leur enfant qui est malade ou qui a été malade, soit c'est des jeunes adultes qui racontent, bah, leur maladie chronique qu'ils ont actuellement, soit c'est des points experts, sur, par exemple, on a fait la santé mentale, il y aura bientôt un épisode sur, l'orthophonie, il y a eu sur la santé dentaire, voilà. Comme ça, les parents, ils ont un max de ressources, gratuits pour eux, en tout cas, qui permet de, bah, de les aider au quotidien parce que malheureusement, les consultations, déjà, soit ils ont pas de médecin, soit pas de médecin, pédiatre et les généralistes, malheureusement, ils sont super, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais ils ont des consultations beaucoup plus courtes et ils peuvent pas prendre tout le monde et garder autant de temps, les bébés donc il y a des infos qui loupent comme sur la diversification. Voilà, j'ai créé aussi un livre qui permet, bah, là pour le coup c'est pas gratuit mais voilà, ça permet de toucher d'autres personnes aussi qui sont pas forcément sur les réseaux, qui préfèrent en fait la partie entre guillemets «papier», pour, avoir un peu une boîte à outils pour les aider. Mon enfant a de la fièvre, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est pas grave? Pour avoir un peu une éducation, une formation, accélérée, pour qu'ils aident leur enfant, et qu'ils soient le plus rassurés. et justement en tant que pédiatre et maman, est-ce que vous trouvez enfin, est-ce que votre regard, il a évolué, justement, depuis que vous êtes Alors, en maman? fait, en pédiatrie, les gens, je pense, ils vont être très choqués. En fait, dans notre cursus, en tout cas à Paris, et c'était le cas il y a quelques années, peut-être que ça a changé, mais moi, à mon époque, on n'a pas de formation sur l'allaitement. Pas de formation, enfin, si, ils nous disent l'allaitement, c'est le mieux pour le bébé. Voilà, point. Ils te disent pas, si, l'enfant grossit pas, comment tu gères un allaitement? Comment le bébé doit prendre, le sein? Voilà, ça, ils nous expliquent pas. Pareil sur, le sommeil. On a, voilà, 3 explications sur quel est le cycle du sommeil, on va dire théorique de l'enfant, mais la pratique, zéro. Pareil sur l'alimentation, on a quelques bases, oui évidemment, qu'est-ce qu'il faut qu'il mange, mais pas du tout tous les petits détails, s'il a une temporalité, qu'est-ce qu'on fait? Vraiment la formation de base, elle est, nulle sur ce côté-là. C'est censé évoluer, c'est censé changer. Je croise les doigts, je l'espère, mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout été formée. Donc le fait d'être sur les réseaux, moi, je me suis déjà auto-formée, avec les bases que j'avais et ça m'a permis de faire beaucoup plus de recherches, d'écouter justement des podcasts, d'avoir des comptes avec des pros de santé, spécialement formés parce qu'en fait, ceux qui sont formés, c'est genre, par exemple, les infirmières, les sages-femmes là-dessus. Donc voilà, j'ai pris un peu les ressources de personnes, fiables, pros de santé et à côté de ça, il y a, tout le côté parent où en fait, maintenant je donne des tips aux parents, hyper faciles que moi j'ai expérimenté avec, mes enfants et il faut savoir que j'ai fait aussi une vidéo sur Insta où en fait, je trouve que ça fait pas mal déculpabiliser les parents où en fait la vérité, et à la maison aussi, c'est que, OK, je suis pro de santé, moi je suis censée donner le max de conseils, et puis la théorie, par exemple pas d'écran avant 3 ans,
voilà, mais j'explique aussi que dans mon quotidien de maman, oui, mes enfants ont déjà vu des dessins animés et des écrans avant l'âge de 3 ans. Alors oui, certes, pas, 5 heures par jour, tous les jours, évidemment que non, parce que tout est une question d'équilibre et de régulation, mais voilà, j'explique la réalité du terrain et c'est pas forcément ce qu'on dit, la théorie aux parents, bah, ce qu'on fait forcément, en tant que nous, pro de santé parents, bah, voilà, il y a des choses, on est obligé de lâcher parce qu'on peut pas, entre guillemets, être parfait. Donc oui, à la fois, je comprends beaucoup mieux les parents, je pense, je leur donne des tips un peu perso, pour qu'ils se sentent, moins seuls. D'accord, c'est très clair, merci et on va revenir justement sur, le livre. Il y a eu une réédition, justement récemment, donc votre livre intitulé «La santé de mon enfant sans stress». Qu'est-ce qui change dans cette réédition par rapport à Alors l'ancienne? bon, à la fois, pas grand-chose et quand même des choses importantes. J'ai réactualisé sur, de toute façon en médecine, ça évolue tout le temps. Ce qui est dit à un temps T, le lendemain peut changer, surtout sur la vaccination. Donc comme il y avait pas mal d'événements, qui ont changé, et de recos sur la vaccination, j'ai mis un max de trucs à jour là-dessus. Donc vraiment le chapitre vaccination, il était au plus à jour possible au moment où je l'ai écrit et après il y a des choses où je me suis dit: «Ouais, ça en fait je l'ai mal dit, les gens ont peut-être pas compris». Voilà, donc en plus des recos globales, j'ai reformulé ou j'ai enlevé des dessins qui étaient pas clairs, voilà. Donc j'ai refait et puis voilà, le design est un peu changé, voilà. Bon, c'est une réédition, qui a le mérite, d'exister, mais voilà, c'est pas ceux qui ont acheté le premier livre, je ne conseille pas de racheter le deuxième livre, quoi. Faut ça, j'ai été très claire et et je veux pas qu'ils pensent que c'est un nouveau livre, un numéro 2 quoi. D'accord et par rapport à votre podcast, pardon, Pédiatime, vous abordez donc justement des sujets très variés, on l'évoquait tout à l'heure, où vous recevez parfois, des personnes donc pour parler un peu de leurs histoires. Comment c'est venu cette idée justement de choisir, ces thèmes en particulier? Comment vous trouvez, les personnes que vous interviewez? Alors déjà, ouais, le podcast, ça fait hyper longtemps que j'avais en tête. En gros, j'ai quand même mis 1 an à entre ma première idée, il faut faire un podcast, enfin, j'ai trop envie de faire un podcast et je voulais un peu remettre aussi, réancrer un peu de la réalité, du contact humain par rapport aux réseaux. Parce que les réseaux, en fait, c'est très difficile. Les gens, même si j'ai un métier à côté, je gagne ma vie à côté, donc j'ai pas cette pression de: «Il faut que je fasse, des vues pour, gagner de l'argent». Donc ça, déjà, par rapport aux influenceurs autres, c'est cool de pas avoir cette pression-là. Mais c'est quand même pas facile parce que j'ai très peu d'haters, mais il suffit d'un petit commentaire pas hyper sympa, qui est pas justifié, qui te mine un peu le moral et c'est pas facile parce que et c'est un peu ingrat dans le sens où, tu pas en contact vraiment des gens. Donc moi je trouve que, à la fois je suis hyper contente parce que ça aide un max de gens, enfin je l'espère en tout cas et à la fois, je suis un peu frustrée en me disant, «Bah, moi en fait ce que j'aime, c'est pour ça que en fait j'ai mon cabinet médical et que je le quitterai pour rien au monde. Si un jour je dois arrêter quelque chose, ce sera les réseaux, mais vraiment à 1000 quoi versus le cabinet médical». Du coup je me suis dit, vraiment, il faut que je fasse un podcast, pour remettre de l'humain dans tout ça et c'est pour ça que moi la plupart des gens, bah, soit c'était des personnes que je connaissais, les pros de santé, que j'ai rencontrés par Instagram ou pas et après les parents, bah, c'est, souvent par Instagram, ou par les réseaux, de manière générale et je les contacte et souvent les gens sont hyper dispo, hyper au taquet et on arrive à faire des petits épisodes, sympathiques, en tout cas je l'espère. Et justement, moi j'ai écouté donc pas mal de vos épisodes, notamment celui sur la santé mentale. Donc vous évoquez, mettre en place des outils, comme des cahiers, pour, l'émotion, l'alimentation, le sommeil. Est-ce que, vous avez d'autres outils justement que vous utilisez au quotidien pour aider les parents à suivre un peu, la santé mentale de leurs enfants? Alors en vrai, concrètement, moi comme je suis pas psychologue ni pédopsie, moi je réoriente parce que j'ai pas le temps. Déjà mes consultes, elles sont très longues, elles sont de 30 minutes dans la vie, voilà, quotidienne. Mais je n'ai pas en fait, quand je décèle déjà j'ai très peu, à part en endoc, des grands enfants qui ont parce que souvent la santé mentale, même si des enfants, elle peut arriver, elle arrive pas à 4 ans. Elle arrive à un peu plus tard. C'est rarissime, ça existe, hein, voilà. Donc c'est plutôt, on va dire, des préados et moi, les préados, j'en ai très, très peu, très, 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 très peu. Donc concrètement, moi, souvent, je les réadresse. Mais au début, on n'arrive pas à savoir parce que souvent, les premiers symptômes quand même, qui peuvent arriver, on va dire, dans l'enfance, souvent, c'est: «J'ai mal au ventre». Donc ils viennent voir le pédiatre: «Oui, j'ai mal au ventre». Mais moi, je leur dis: «En fait, c'est vrai, peut-être qu'ils ont une intolérance à un aliment, peut-être qu'ils ont, donc au gluten, une maladie cœliaque, peut-être que, ils ont de la constipation». Donc moi, c'est mon rôle de, en fait, enlever
trier l'organique, en gros, du psychosomatique et une fois que j'ai trié ça, je leur demande de faire un agenda, justement des douleurs pour essayer de corréler à ce qu'ils mangent et au temps et aussi selon, si c'est un réveil nocturne avec une douleur, bah, direct, faut aller aux urgences, en fait. Parce qu'on est sur une appendicite versus, voilà, une intolérance au gluten, normalement, ça réveille pas en pleine nuit. Donc je dis voilà, normalement, parce que je sais qu'en médecine, selon les cas, il peut y avoir des exceptions, mais voilà, du coup, on trie comme ça, on leur demande aux parents de faire des agendas et moi, je redirige très facilement dès que je sens qu'il y a un petit truc psy, un mal-être, un petit trouble anxieux, enfin voilà, quelque chose. Très vite, je les oriente vers une psy parce que les pédopsies, c'est une denrée rare, donc en prime abord, il y a pas de rendez-vous avec eux. Donc une psy et après, en fait, on fait le point et après, je fais des rendez-vous de suivi, et cetera. Mais au final, moi, des demandes ou des patients qui vont pas très bien, c'est rare malheureusement, mais enfin, à la fois heureusement, mais en fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont pas bien, mais en fait, c'est pas moi qui les vois, quotidiennement, en tout cas. Et justement, donc on évoque les pédopsies, vous travaillez, j'imagine, en équipe, pluridisciplinaire. Avec, quels autres acteurs de la médecine, vous travaillez, Alors beaucoup les diètes, beaucoup les kinés, énormément les kinés pour tout ce qui est, tête plate, troubles de la marche et cetera. Les orthophonistes, quand il y en a, sur les troubles de l'oralité, les freins de langue, les pédodontistes énormément. Les gastro, beaucoup de gastropédiatres, parce que comme je suis en doc, du coup, gastro, voilà, des fois, il y a des trucs, c'est gastro, c'est pas en doc. Des neuros aussi, des neuros, pareil, denrées rares. Sage-femme aussi, sage-femme, pour les parents, les réorienter avec d'autres médecins généralistes, évidemment. Voilà, grosso modo. Des orthoptistes et ophtalmo aussi. Voilà, c'est le principal. Après, vraiment, je pense que je travaille avec, les orthopédistes, des chirurgiens aussi. Enfin voilà, un peu toutes les personnes qui voient des enfants, dont les psychologues, et pédopsies, quand il y a besoin. et dans vos podcasts, généralement, donc à la fin, vous posez la question à vos internautes, à la personne, qui est en face de vous, comment vous arrivez donc à prendre, soin de vous dans votre vie perso? Donc je vous retourne un peu la question, comment vous trouvez l'équilibre entre votre vie perso et professionnelle? Comment vous arrivez avec tout ça, les réseaux, votre travail, comment vous arrivez à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous? Heu, Bah, déjà, j'ai juste concrètement, j'ai genre un mari qui s'occupe aussi des enfants, et de la maison. Enfin voilà, on essaye d'être, plus ou moins 50-50. Franchement, déjà ça joue énormément. Une nounou aussi, parce que la deuxième elle est pas à l'école encore et puis pour le périscolaire. Donc voilà, j'ai déjà, il y a de l'aide entre guillemets, enfin mon mari, c'est pas qu'il m'aide, hein, c'est qu'il est là pour les enfants, mais du coup la nounou, c'est une aide. J'ai une femme de ménage, donc voilà, après c'est des luxes que tout le monde ne peut pas se payer, mais en tout cas, j'ai de la chance aujourd'hui, de pouvoir le faire donc voilà, quand on peut, voilà, faut demander, je pense, un maximum de l'aide. J'ai ma maman aussi qui est pas loin, qui peut des fois, prendre la plus grande, voilà, 1 heure ou 2 pour dépanner et donc ça, c'est hyper précieux parce que pendant que la petite dort, moi, je peux, travailler. Après, à la fois, je travaille il y a des jours où je travaille pas au cabinet, à la fois, en fait, je travaille tout le temps. C'est-à-dire que le soir, quand les enfants sont couchés, j'ouvre mon ordi, je réponds aux messages Doctolib. Je, pense à tel truc qu'il faut que je poste. Après le week-end, genre, c'est pas, quand on est salarié dans une boîte, ça dé si c'est pas la sienne, en tout cas, on ferme l'ordi le vendredi soir et on le réouvre le lundi et pendant les vacances, on coupe à 100. Moi, je coupe pas. Mais j'aime bien ne pas couper aussi. Je pense que ça fait partie de ma personnalité. C'est que, genre, je suis hyper au taquet sur plein de trucs et par contre, je me mets pas de pression sur les réseaux. Bah, forcément, par exemple, si j'ai des collabs, bah, j'ai des obligations, bah, du coup, bah, je les respecte, mais j'anticipe tout, je m'organise. J'ai une to do list énorme et voilà et tous les trucs que, par exemple, si j'ai pas envie de le faire à ce moment-là et que je sais, n'est pas obligatoire, bah, parfois, je le fais pas. Après, oui, c'est sûr que c'est une orga de ouf parce que le podcast, ça me prend énormément de temps à programmer et les jours où je suis pas à l'hôpital et pas au cab et que les enfants, bah, sont genre à l'école, par exemple, ou avec la nounou, bah, oui, je prends du temps. Je me dis: «Bah, là, je vais faire la miniature, là, je vais faire ci». Après, j'ai un monteur aussi qui m'aide parce que je pourrais pas monter le podcast. Donc voilà, donc je pense qu'il faut bien s'entourer avec ce qu'on peut, ce qu'on a et voilà, je fais du sport le mardi soir, je me suis imposé ça. Voilà, moi après, ça va, ma santé mentale aujourd'hui, c'est équilibré, mais si un jour je pense que je serais trop en burn-out, bah, je sais qu'il y a des trucs qui vont passer à l'as, comme les réseaux, bah, je serai moins présente, le cabinet, bah, je pourrais peut-être fermer un jour de plus et j'ai un remplaçant. Enfin voilà, hein, je m'organiserai, différemment en tout cas.
Et on a également reçu donc quelques questions des internautes. Donc il y a des questions, de parents, mais aussi d'étudiants, qui sont intéressés donc par la pédiatrie. On nous demande, pour toi donc quelles sont les qualités d'un bon pédiatre, pardon? Du coup, je pense qu'il faut être, comprendre que les parents ils s'énervent, c'est pas qu'ils sont, méchants, voilà. C'est que, ils sont, inquiets. Déjà, en fait, il faut partir de ce postulat, les parents sont inquiets, donc s'ils s'énervent, c'est pas contre toi, c'est juste qu'ils sont inquiets et faire un peu redescendre la pression en restant toujours calme. Plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que des fois aux urgences, c'est des choses, hallucinantes, mais je pense que ça, c'est comprendre ça et le savoir dès le début, ça permet, d'appréhender, beaucoup de situations qui vont pas très bien. Après, je pense qu'il faut avoir un peu de la patience. Accepter moi, le bruit, ça me dérange pas, genre un bébé qui pleure après le vaccin avant, et ça me dérange pas du tout. Il y a des gens, ils peuvent pas supporter ce bruit-là, donc oui, c'est sûr qu'il faut pas faire, pédiatrie si tu es saoulé, si tu es sous les vide, ce genre de truc, ouais, c'est sûr que ça c'est pas bien et de la patience. Après, voilà, t comme c'est pas toi non plus qui t'occupe de l'enfant, tu es pas obligé d'avoir une patience comme, si tu étais nounou. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, au temps et puis voilà, faut bien aimer, les divertir, voilà, avoir de l'interaction avec les enfants et aimer ce que tu fais, de base, je pense, mais ça vaut pour tous les métiers. Et qu'est-ce qui vous passionne justement, le plus dans votre métier, dans votre quotidien? Bah, déjà voir des enfants, qui vont bien et des parents, qui vont bien si on peut, en tout cas essayer d'être sûr qu'ils vont bien. En fait, c'est un peu, voilà, ça veut dire que le fait de faire des suivis je sais que dans certains pays, ça marche pas du tout comme ça. Les pédiatres, ils sont, en fait, les médecins généralistes qui voient les enfants pour le suivi et les pédiatres, ils voient les pathologies. Pour le coup, en libéral, en France, ça se passe pas du tout comme ça. C'est nous qui voyons, bah, le suivi et de voir les enfants, grandir en allant bien, c'est hyper satisfaisant en disant: «Bah, oui, je leur fais les vaccins, bah, ça les protège», voilà, pour qu'ils vivent, le mieux possible. Mais pareil en endocrino, c'est pour ça que j'ai pris cette spé aussi. C'est-à-dire que je go enfin, c'est gross je grossis les traits, mais en gros, il leur manque une hormone, on leur apporte et ils vont bien. Voilà, donc d'être un peu dans le action-réaction, et voilà et je trouve ça hyper agréable, de les voir en pleine forme. Et on a d'autres questions donc, un peu plus axées sur, bah, du coup sur, enfin c'est des parents qui nous posent des questions. La question qui revient souvent, c'est justement on parlait tout à l'heure des écrans, comment bien gérer les écrans, avant justement l'heure du coucher? Est-ce que tu as des tips peut-être, Bah, entre guillemets, «pas d'écran». Non, mais ça dépend. En général, ce qui est recommandé, c'est, pas avant, 2-3 heures avant le coucher, pas trop le matin non plus parce que ça surstimule. Donc en gros, le mieux, ce serait, on va dire, pas en semaine, voilà, ce serait un petit dessin animé le week-end après 3 ans et encore maintenant c'est 6 ans un peu la limite, hein. Ce serait plutôt en journée, par exemple, après le goûter ou avant le goûter, un petit dessin animé, de 20-30 minutes avec pas trop d'images, trop stimulantes et cetera. Ah bah, ça, c'est la théorie, en pratique, on fait comme on peut aussi évidemment. Ce que je recommande pas du tout, c'est les écrans pendant le repas et même la télé en fond. Pour moi, la télé en fond, c'est un écran, même tout petit, maintenant, ils ont mis dans le carnet de santé, est-ce que les enfants sont exposés même indirectement aux écrans? Il y a jamais, un peu et cetera. Donc la télé en fond, c'est pas du tout recommandé parce qu'en fait, l'enfant, il est quand même attiré par l'écran et que je vois des fois des bébés, ils ont 1 an et demi, ils ont le portable dans les mains, pour les occuper et ils ont le portable dans les mains pour les occuper et ça, c'est pas du tout, à 1 an et demi, enfin voilà, c'est pas du tout, recommandé donc finalement, on va dire les écrans, les garder plutôt, un tout petit peu en journée, en vacances scolaires et week-end mercredi, quoi, pour les plus jeunes, pas trop D'accord. jeunes. Ah, c'est bon à savoir. Et dernière question, donc on avait une question, on a une personne qui nous demande si, donc son enfant a 5 ans, son enfant refuse de dormir, seul le soir. Est-ce que pour toi c'est normal? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place justement pour, Bah, venez chez moi, mmh, voir. Ma fille de 5 ans s'endort avec moi, enfin là, j'attends qu'elle s'endorme pour partir. Donc je l'ai accepté. Je sais pas si j'ai des tips franchement pour le sommeil. Comme je dis, à chaque enfant a son sommeil. Il y a des coachs sommeil, il faut faire attention parce qu'ils prennent très cher. Mais à la fois, il y a des charlatans et cetera, mais à la fois je comprends parce que des fois, il faut une rigueur et toujours, des protocoles en fait pour, mettre en place, un peu des pas du sommeil autonome, mais en tout cas des rituels. Moi, j'ai mon rituel avec mon enfant et moi, ça me dérange pas qu'il s'endorme avec moi. Souvent à cet âge-là, en plus, ils ont parfois peur du noir, donc faut voir ce qui est acceptable aussi pour vous.
Mais j'ai pas de tips, vraiment, concrets parce que moi, c'est ce qui se passe chez moi et j'ai essayé plein de trucs, plein de trucs et ma fille, elle s'endort pas toute seule et voilà et ça me dérange pas non plus donc enfin, je l'ai accepté, on va dire, parce qu'à un moment donné, ça me saoulait clairement, mais j'avais pas toutes mes soirées, mais maintenant je l'ai accepté et on alterne avec mon conjoint. Mais c'est vrai que c'est pas facile, hein, il y a des enfants qui ont besoin de contact, voilà et après il faut savoir qu'à un moment donné ça passe parce qu'à 12 ans, l'enfant s'endort pas avec son parent ou à 18 ans donc voilà, c'est des discussions, ça dépend aussi s'ils ont peur du noir, lire des livres pour expliquer, le noir, les fantômes, et cetera. Un peu désacraliser tout ça et essayer de pour qu'il s'endorme vite, de pas le coucher trop tard, quoi. Avoir un rituel de dodo, et évidemment éviter tout ce qui est, «caféine» entre guillemets, soda, trucs hyper sucrés, écran. Voilà, c'est plus un peu des trucs d'hygiène de vie et de rituels à mettre en place pour tous les enfants plutôt que des grands tips pour dire, «Mon enfant s'endort pas avec moi». D'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, Élodie pour, la qualité du coup de cet échange. Pour les auditeurs justement qui souhaitent, suivre vos aventures ou vous contacter, est-ce que vous avez des réseaux sociaux à nous communiquer? Des noms d'utilisateurs, qu'on puisse un peu vous retrouver, notamment sur Instagram, TikTok? Oui, bah, moi, j'ai mon compte Instagram, TikTok, YouTube, c'est tout, la chaîne, enfin, c'est tout Doctochou, quoi, donc c'est pas très compliqué, DOCTOCHOU et le doc des choux, enfin, en gros, ça traduit le doc des choux, donc des enfants, c'est pas moi qui échoue, hein, je préfère préciser et sinon, sur, tout ce qui est pour le podcast, c'est Pediatime sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà et sinon après tout est les liens sont dans ma bio Instagram. Super, bah, merci encore et quant à nous, on se retrouve, mercredi prochain pour un nouvel épisode de On parle santé.